Bonsoir, il est 18h30 et merci de nous retrouver pour ce deuxième webinaire de la semaine de l'éducation financière. Vous le savez, tous les soirs en rendez-vous dans le studio de Bourse-Banque. Hier, on a parlé bien sûr des bases de l'épargne. C'est d'ailleurs en replay dès aujourd'hui sur le site de Boursorama et sur la page semaine de l'éducation financière. Et ce soir, puisque le thème de cette année, c'est l'argent, osons en parler, on va oser en parler avec qui? Avec nos enfants, avec nos ados, avec nos jeunes adultes, sans tabou, afin de leur donner les bonnes bases et les fondations de leur autonomie financière. Et pour évoquer ce sujet qui concerne, faut le dire, tous les parents, donc beaucoup de monde, j'ai le plaisir d'être en compagnie ce soir d'Arwa Chawouki, fondatrice et dirigeante d'Educafi. Bonsoir Arwa. Bonsoir. Et à ses côtés, Célia Rabik, fondatrice de Perspectives de Vie. Bonsoir Célia. Bonsoir Laurent. Comme toujours, c'est un moment d'échange, alors n'hésitez pas à poser vos questions. J'en prendrai en direct le plus possible et puis on répondra bien sûr à celles qui ont été reçues également au moment de l'inscription. Et finalement, je trouve que la question de Mebrouk qui a été posée au moment de l'inscription, justement, résume bien cette première partie, en tout cas ce dont on va parler, puisqu'on va s'intéresser aux différents âges de la vie de nos jeunes, effectivement, de la période 12-15 à la période étudiant et puis après jeune adulte. Et il dit quel est l'âge idéal pour sensibiliser les enfants avant même finalement de leur ouvrir un compte avec une carte bancaire. Quel est l'âge idéal pour commencer à parler d'argent aux enfants? Tiens, je suis intéressé d'avoir votre réponse. Oui, c'est une question qui est très intéressante. En réalité, on peut commencer à leur parler d'argent dès l'âge de 6 ans. Ah, ça commence tôt. Oui, pourquoi? Parce que vos enfants, ils vous observent quand vous les emmenez au supermarché, que vous faites vos courses. Ils commencent déjà à voir comment vous utilisez votre argent, quand vous allez chez le boulanger. Donc, il y a une petite première sensibilisation qui est faite par l'observation de l'enfant. Forcément, il réplique ce que fait maman. Exactement. Et papa. Et après, on joue au jeu de la marchande à la maison grâce à ces expériences qu'on leur fait vivre. Qu'est-ce que tu faisais, toi, avec tes enfants? Justement, je jouais avec mes filles, on jouait au jeu de la marchande. Et ce qui était très intéressant, c'est que ma fille faisait des petits tableaux qu'elle exposait dans sa chambre et elle nous les vendait. Ah, pas mal. Oui, donc pas déjà mal. Un petit peu la bosse du commerce. Hein. Exactement. Bravo, en plus, 1 euro, ta fille. Mais oui, elle nous les vendait. Et puis, on était d'accord, on donnait de l'argent, on jouait avec elle. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, il est à combien ce tableau? 1 euro. Ah non, mademoiselle, c'est trop cher. Ah, donc on introduit déjà un petit peu la négociation. Oui, oui. Et là, elle m'a regardée avec des grands yeux, en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je suis censé dire? Exactement, qu'est-ce que je réponds? Et elle m'a dit, ça sera 2 euros. Ah, pas mal. Donc là, finalement, on a monté, dans le principe de la négociation, pas prix. Complètement assimilé. Célia, tu te retrouves en fait aborder l'argent assez tôt par le jeu, quoi. L'observation et le jeu, quelque part. Oui, je suis d'accord. Non, il faut l'introduire le plus tôt possible. Et je dirais leur expliquer aussi, leur montrer que l'argent ne tombe pas du ciel. Qu'aujourd'hui, on a tout dématérialisé, tout est sur le téléphone, on paye avec son téléphone, il n'y a plus de notion. Moi, quand j'étais petite, j'avais des pièces encore. Et je me souviens, avec ma mère, on comptait les pièces jaunes. Ma grand-mère me disait tout le temps, il n'y a pas de petites économies. Et même la petite pièce, on la met dans le petit cochon. Et on n'a plus, on matérialise plus avec le téléphone, on n'a plus cet aspect de volume. Moi, je me souviens j'avais mes besaces et mes cochons avec toutes mes pièces. Et on se rendait compte. On comptait aussi beaucoup plus. Comptait. C'était une question d'Agnieszka, d'ailleurs, qui est tombée au moment de l'inscription. Comment apprendre à mes filles la valeur de l'argent, l'importance d'épargner, avec, dit-elle, ce sont ces mots, les bêtises des réseaux sociaux. Je pense qu'elle fait référence à, effectivement, très tôt, nos enfants qui sont aussi confrontés à des images d'ultra-réussite, où on a un sentiment que le consumérisme est une donnée acquise et que tout est facile, quoi, finalement. Arwa, c'est vrai, ils sont sollicités de plus en plus tôt. Et ils ont accès aux réseaux sociaux également de plus en plus tôt. Et comment on peut faire? Il faut communiquer avec eux, il faut échanger avec eux, ne pas hésiter à répondre à leurs questions. Et le fait de répondre à des questions qui se posent, justement, ça va leur éviter d'aller sur les 10 réseaux sociaux qui peuvent ne pas leur dire la vérité. Forcément les bonnes réponses. Exactement. Et si on n'a pas la réponse, on peut faire les recherches avec eux. Donc les accompagner dans leur apprentissage et dans la valeur de l'appréhension de l'argent. Oui, les forcer à se poser des questions, leur dire, mais tu crois que lui, il a réussi comment? Est-ce que tu connais l'origine? Et je dirais qu'une autre clé aussi, c'est de leur faire aussi des petits boulots.
Moi, je me souviens quand j'étais Petit jeune. service, c'est ça? Oui, moi, quand j'étais jeune, j'avais 14 ans, j'allais ramasser les prunes. J'allais peler l'ail. C'est pas facile à Paris, hein, on peut ramasser des prunes. J'étais dans le sud-ouest, je pense à s'entend mon accent. Non, mais ça vous apprend, et puis vous travaillez. Je faisais des petites journées, mais ça apprend la valeur du travail, la valeur de l'argent. J'ai travaillé pour gagner temps. Après, on me donnait la somme, je me disais... Oh, mais ça fait que ça, j'ai travaillé tout ça, j'ai passé ma journée à ramasser des prunes dans des arbres et ça fait ça. C'est pas si facile et effectivement, ça tombe pas du ciel. On va se projeter, donc on aborde la question de l'argent assez tôt, on peut, voilà, le jeu, la discussion, le dialogue, important. D'ailleurs, je pense que ce mot va revenir souvent dans notre échange. On va se projeter ensemble à, 10-12 ans, le moment où désormais on peut ouvrir un compte bancaire avec une carte. Donc là, on passe tout de suite, finalement, dans une relation, j'ai envie de dire, hyper mature, adulte. On est déjà un petit peu un grand. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin de votre avis de toutes les deux pour encadrer ce moment, peut-être l'officialiser un petit peu, et puis surtout poser les bonnes bases pour que ça se passe bien. Oui, 12 ans, c'est l'âge de l'entrée au collège. Donc c'est l'âge des... Encore tout petit, hein? Tout petits, ils sont minuscules avec leur grand cartable. Mais en effet, c'est l'âge des grandes responsabilités. Donc on leur donne les clés de la maison, parfois ils ont leur premier téléphone portable. Oui, c'est vrai, souvent. Et en effet, la première carte bancaire, qui est un événement, un moment qui est important. C'est pas trop tôt pour toi, Roi? C'est bien ça? Non, c'est très très bien parce que il a ce besoin d'autonomie, il va avoir d'autres besoins aussi de sociabilisation, de savoir... On achète les goûters ensemble. Exactement. Du collège, C'est tellement... C'est bien de leur donner des responsabilités aussi. Oui, de savoir qu'on peut lui faire confiance aussi. Et la carte bancaire, c'est un moment qui est important. En effet, on peut le ritualiser. Pourquoi pas ouvrir avec lui le compte bancaire, lui montrer comment se passe l'ouverture d'un compte bancaire. Et puis après, poser un cadre. Qu'est-ce que je fais de cet argent? Est-ce que je vais te verser de l'argent tous les mois, une fois par semaine? Quel va être le montant? Qu'est-ce que tu peux en faire? Comment tu peux le dépenser? Oui, je pense que c'est le moment de leur apprendre à gérer le budget. Oui. Justement, parce qu'il y a cette question, moi, qui me vient, c'est comment on va leur apprendre à gérer le budget? Qu'est-ce qui les motive le plus? Est-ce que c'est la liberté? Est-ce que c'est l'imitation des parents? Est-ce que c'est l'envie de dépenser? Comment on va instaurer les premières règles de ce qu'on dirait avec un anglicisme, money management, gestion du budget, quoi, Célia, finalement? Il faut mettre une limite. Ouais, déjà. Déjà fixer un montant, leur dire tu auras ce montant-là et pas plus. Donc, il va falloir que tu le pilotes toi-même. Donc là, tu as juste ça qui rentre, donc tu ne peux pas faire sortir plus que ceci par mois. Si tu as sorti tout ça, tu attendras le mois prochain. Qu'est-ce qu'on voit revenir comme erreur le plus souvent de cette phase-là? C'est justement l'ado qui dépense trop ou qui n'arrive pas à se contenir? Alors, c'est souvent l'ado qui dépense trop parce qu'il n'a pas la vision à long terme. Il va avoir une vision à court terme. Lui, ce qu'il va avoir, c'est un solde qu'il a à l'instant T, l'argent qu'il a devant lui ou sur son compte bancaire. C'est pour ça que l'accompagner, lui transmettre des notions de gestion de budget, ça va lui permettre, du coup, de savoir comment il va pouvoir utiliser cet argent et voir un peu plus loin dans le temps. Et puis, il y a une différence, Célia, aussi, entre je peux me le payer et je peux me le permettre. Et ça aussi, c'est pas cette notion de « ok, là, je peux l'acheter à l'instant T, mais peut-être que ça m'oblige à… tous les projets que j'ai un peu plus tard, finalement, vont être compromis par cet achat passion ou que j'ai fait de façon irraisonnée. » Oui, il va falloir conscientiser l'achat, effectivement, et puis lui enseigner également la notion d'investissement, lui dire « bon, ce mois-ci, tu n'as pas besoin de dépenser toute la somme, mais tu vas la mettre de côté. Comme ça, quand tu auras vraiment envie et vraiment besoin de t'acheter quelque chose, eh bien là, tu vas aller taper dans tes économies. » Et comment on fait? Alors, votre avis va être intéressant à toutes les deux. Moi, j'ai mon avis de père sur le sujet, mais comment on fait pour pas être relou? Justement, là, ça y est, il m'a donné une carte bancaire, il est tout le temps sur mon dos en train de me dire « ah bah non, mais j'ai vu ». Parce qu'il faut le dire, souvent, dans les applications bancaires, les parents voient ce qui se passe. Et donc, ils peuvent voir, notamment que, tiens, on est encore allé manger à tel endroit avec les copines, pas toujours de façon équilibrée, ça c'est encore un autre débat. Mais comment on peut être à bonne distance, Arwa, de son enfant finalement et de son apprentissage? Surtout qu'en étant relou, il n'écouterait pas vraiment. C'est ça, à un moment, ça... Il entendrait le discours, oui. Comment ne pas être relou? La communication bienveillante, pas de jugement.
justement s'il fait une erreur par rapport au fait de dépenser trop d'argent. Et puis après, une approche par expérience, par projet. Un adolescent, par exemple, si la machine à laver tombe en panne, il peut venir avec nous, choisir la prochaine machine à laver, il va voir son coût, il va voir est-ce qu'on l'achète. Donc on l'associe à nos propres dépenses. Exactement, en fait, tout à fait. Ouais. Et il va apprendre en fait. Il apprend de nous, Ouais. il apprend de nos comportements. Ouais. Et c'est comme ça qu'on peut aussi lui transmettre des notions sans être tout le temps derrière son lui. dos. C'est ça. Il faut qu'on parle d'un sujet quand même, Célia, parce que en fait, l'argent qu'il reçoit à cette époque, c'est l'argent de poche. Et alors, j'en profite, j'ai 2 femmes sur le plateau. Il paraît, non, c'est même plus qu'il paraît, dès cet âge-là, il y a des différences entre l'argent de poche qu'on donne aux filles et aux garçons. C'est vrai ça ? Oui, oui, oui. Ouais. Il y a une étude récente qui démontre que les jeunes filles ont moins d'argent de poche que les jeunes garçons. Et voilà. Bon, ça me semble assez dingue, mais on sait pourquoi, à un moment, les parents qui aiment leurs enfants font ce choix-là. Oui, parce que le petit garçon négocie plus que la C'est ça, donc on revient sur l'aspect négo. C'est ça. Donc c'est pas le parent qui volontairement va donner plus au petit garçon, voilà, en défaveur de la jeune fille. Non, c'est que le garçon de lui-même prend les devants, va demander plus, et le parent cède. Donc là, c'est sûr qu'une clé pour le parent, c'est raisonner peut-être le garçon, pousser un peu plus sa fille. Ou alors faire une assemblée générale en disant est-ce qu'on réévalue les seuils d'argent de poche pour tout Conseil le monde de famille. Ouais. Au mois de septembre, à la rentrée scolaire. Ah, c'est bien ça. Ça se fait dans certaines familles. Oui. Les parents rassemblent les enfants Oui. et leur donnent de l'argent de poche en fonction de leur âge. Ça permet à chacun de voir combien à l'autre en toute transparence. Et là, ils sont tous sur un pied d'égalité. C'est super, ça j'aime beaucoup Oui. parce que c'était une question d'Aurélie. Quel montant d'argent de poche en fonction de l'âge? Alors j'imagine que chacun fait en fonction bien sûr de ses moyens autres, mais est-ce qu'on a des indications de ce qui est, je ne sais pas, raisonnable ou pas en fonction de l'âge de Haroua? Alors, selon une étude, au collège, c'est à peu près 20 € Par mois? par mois. D'accord. Exactement. Et après, un peu plus tard, 40, 50 €. Mais toujours en fonction des besoins et de ce qu'on a décidé avec notre ado. Si dans cette fameuse réunion, on a décidé que l'adolescent devait régler son forfait mobile, là, va peut-être falloir réévaluer le montant de l'argent de poche. Mais c'est important de commencer avec l'argent de poche tôt. Oui. Un budget limité, mais commencer tôt, pour instaurer des habitudes. Oui. Instaurer des habitudes. Alors, ce que j'aime bien, parce que c'est vrai qu'il y a aussi cette question que l'ado, très tôt, il a des frais qui sont pris en charge par les parents. Et c'est intéressant, cette question de se dire, est-ce que finalement, j'augmente l'argent de poche, mais en lui incorporant ses frais pour que déjà, il comprenne que peut-être chaque mois, il y a des factures qui tombent. Tout à fait. Parce que finalement, si on regarde un peu, si l'ado a de l'argent de poche tous les mois, c'est presque comme un salaire. Clairement. Qui commence à gérer. Donc on l'habitue petit à petit à la gestion d'un salaire avec des dépenses et des prélèvements qu'il va avoir au fil du temps. Ouais, mais je me souviens, ma mère, j'étais au collège, je rentrais en seconde première, et à ce moment-là, elle m'avait demandé de commencer à payer mes vêtements, mon maquillage. Parce que là, c'était le moment où je commençais à dire « Maman, je voudrais me maquiller, je voudrais un mascara, un parfum. » Tu vas te le payer, ma chérie. Non, mais ça, c'est super intéressant, Célia, parce que justement, je pense qu'on a tous le cas, en tant que parents, de l'enfant qui reçoit de l'argent de poche et qui me dit « Non, mais ça tu me l'offres. » Alors, comment on fait là? Est-ce qu'on cède un petit peu, beaucoup, avec des fois, non mais ça c'est un livre par exemple, donc allez, ça passe. Et donc il y a aussi cette négociation qui se fait avec le parent de négocier un budget extra argent de poche en fait. Oui. Ça on laisse faire, ou on est inflexible, on dit non, je préfère tout mettre dans l'argent de poche, mais après tu te débrouilles. Moi je négocierais. Je pense qu'il y a certains produits, il faut être intransigeant et leur dire ça, tu te débrouilles, c'est toi qui te le payes. Oui, c'est ça. Sur c'est certaines les extras. choses, tu veux un extra, et bien tu vas faire ce qu'il faut pour avoir l'extra. Oui. Moi, c'était comme ça, en tout cas avec ma mère. Elle m'a dit, tu veux ça en plus? Parce que tu vis très bien, tu as tout ce qu'il faut, tu as le confort. Tu veux du plus? Eh bien, tu vas aller travailler pour te le payer. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un ado sur deux qui revend sur des plateformes de revente, Vinted ou Le Bon Coin, pour justement avoir de l'argent
pour pouvoir ce qui montre qu'ils ont déjà intégré des logiques financières, finalement, voilà, je ne vais pas parler de complexe, mais en tout cas, ils ont bien compris que l'argent était un actif circulant et qu'il fallait aussi en faire rentrer, quoi. Oui. Ouais. Si on devait retenir, on va parler après, assez vite tout de suite, là, de l'étudiant qui va entrer dans une phase un peu plus mature de sa vie. Si on devait synthétiser cette première partie finalement de l'éducation financière, qu'est-ce qu'on peut se dire? 3 règles pour les parents qui nous regardent ce soir. Moi, je dirais la communication. Oui. La communication. Important, ça. Partager des moments avec les enfants. Moi, je rajouterais les faire se questionner. Je rebondis sur ce que tu disais. Pas s'auto-flageller, pas réprimander, pas juger, mais les questionner même. Là, justement, la dépense, pourquoi tu as acheté ça? Est-ce que tu penses que c'était vraiment utile? Qu'est-ce que tu en as fait? Je pense peut-être tourner autrement, pas affirmer, mais poser des questions. Ça, c'est bien. Et peut-être aussi, moi, j'aime bien l'idée de ritualiser un petit peu. J'aime beaucoup ton idée du conseil de famille, notamment pour réévaluer les seuils et autres. Ça marque aussi finalement une progression j'imagine, entre les débuts au collège, le passage au lycée, avec des nouvelles dépenses, des nouvelles choses. Donc, c'est pas mal. Oui, faire en sorte que l'argent ne soit plus un tabou au sein des familles. Oui. Est-ce qu'il faut leur parler de son propre salaire? Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, mes enfants me demandent tout le temps combien je gagne. Et je sais qu'entre eux, ils se demandent combien leurs parents gagnent. Alors, est-ce qu'on est cash, sans mauvais jeu de mots, et est-ce qu'on y va? Oui, je pense que oui. D'accord. Mais leur parler des charges aussi. On parle du salaire, mais on parle des charges aussi. Donc, oui. Souvent, avec les plus petits, on leur explique qu'en effet, qu'on gagne un revenu, que ce revenu, il permet de payer, on leur montre l'électricité, l'eau, le loyer ou le prêt pour le prêt immobilier, et qu'une partie du salaire permet de payer les vacances, les vêtements, et ça permet de poser un cadre et de leur expliquer justement cette première notion de salaire. Et leur parler de combien on gagne, ça peut peut-être leur rendre service pour plus tard. Oui, et puis c'est l'exemple modèle. Voilà, moi, comment j'ai fait pour gérer le budget de la famille. Ou comment, sur certaines finalement dépenses, moi aussi, par an, je suis contraint d'arbitrer parce que je ne peux pas tout faire en même temps. Quoi. Exactement. Oui. Moi, je leur dis souvent, je ne suis pas Christine Lagarde, donc elles connaissent mon exemple de la BCE. Elles ont bien compris que c'est elle qui émettait la monnaie et que moi, je n'avais pas ce pouvoir. L'autre moment important, c'est quand le jeune devient étudiant. Donc là, il y a une autonomie supplémentaire. Quelquefois, il quitte aussi la maison. Il a parfois un job d'été, un environnement qui est plus libre, à la fois qui lui demande plus de responsabilités. Quelle nouvelle base on fixe, quel upgrade on fait sur sa conscience du budget Là, on rentre dans une vraie logique de gestion. Oui, et puis on sera moins là pour surveiller aussi, peut-être un petit peu moins. Oui, un peu moins là pour surveiller. Il va avoir des revenus suite à son job d'été, peut-être qu'il va être en alternance aussi. Avoir une bourse. Une bourse. D'études. Tout à fait, une bourse, des prélèvements qui vont se présenter. Là, c'est en effet l'accompagner les premiers mois en toute bienveillance pour qu'il puisse acquérir ce dont je parlais tout à l'heure, cette vision à long terme, pour pas qu'il soit surpris à la fin du mois et lui transmettre des premières notions d'épargne, notamment, que ce revenu va lui permettre de mettre de côté, mais dès le départ, avant que les prélèvements soient débités de son compte. Il y a aussi certaines choses dont on peut lui parler, comme la règle des 50-30-20. Ah, c'est l'occasion d'en reparler. Non, mais allons-y, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui nous regardent ce soir. 50-30-20 alors. Exactement, 50%. Alors, si je me souviens bien, c'est 50% qui permettent de payer les prélèvements, 20% les loisirs et 10% l'épargne. D'accord. Bon. Après, ce n'est pas une règle universelle aussi, ça adapte un peu. On peut la moduler, mais l'idée de compartimenter peut-être un petit peu son budget. Ça donne une base. Et puis après, on adapte en fonction de ses revenus et du loyer qu'on peut avoir. Sylvia, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter que là, ça y est, ils ont leur propre autonomie, leur propre appartement. Donc, il va falloir leur enseigner l'épargne de précaution, leur dire, là, toi, tu as ton propre lave-vaisselle, ton propre frigo. Même si on reste un petit peu derrière, il faut le dire. Oui, on reste derrière, mais
voilà, tu as le frigo qui tombe en panne, et bien là, c'est ton frigo, donc il va falloir l'assumer. Et donc leur dire, il va falloir que tu te constitues une épargne de précaution pour justement ces pépins, ces coups durs, c'est au cas où pour aller remplacer le frigo qui tombe en panne. Ah, c'est Jean Rochefort qui disait que la liberté s'envolait avec le premier frigo. Il avait bien raison. Mathieu nous dit « J'épargne pour mes enfants depuis leur naissance. Comment les préparer pour exploiter cette épargne au mieux à leurs 18 ans ?» Alors ça, c'est l'idée que, effectivement, en plus d'avoir un budget, certains jeunes adultes, certains jeunes étudiants arrivent avec un capital. Donc là, c'est bien, effectivement, de quoi changer le frigo. Mais c'est aussi super tentant quand tout d'un coup on se retrouve, j'en sais rien, selon bien sûr là aussi les moyens de chacun, peut-être 10, 15 000 euros d'épargne. Oui. Ouh. Oui, là, ça peut brûler les doigts. Hein, quand même, hein, ouais. Je pense qu'en tant que parent, il faut le faire au feeling en fonction de ce qu'on voit avec ses enfants. Si on estime que l'assurance vie qu'on lui a ouvert quand il était petit, justement pour ses 18 ans, ses 20 ans, pour ses études supérieures, si on estime qu'à ce moment-là, on arrive à l'âge où, de la transmission de l'assurance vie, on estime qu'il n'est pas en capacité de la recevoir, il faut peut-être encore attendre un peu. On peut attendre un petit peu. Il y a aussi le côté passage à la majorité qui entraîne un certain nombre de conséquences, notamment fiscales. Comment on aborde cet aspect-là ? Il faut en parler. Encore une fois, toujours en parler avec eux. Il faut enseigner les bonnes pratiques. Je pense qu'il faut, encore une fois, ne pas en faire un tabou. Oui, c'est un sujet, il faut les accompagner, les prendre par la main petit à petit et leur dire que oui, ils vont sortir du foyer. Il faut qu'ils prennent leur envol. Il y a aussi des conséquences en termes d'emprunt. Oui. Parce qu'à 18 ans, on a l'âge de pouvoir souscrire. C'est ça aussi, c'est à ça que je pense, et notamment les prêts étudiants. Hein. Oui. Tout à fait. Oui. Un prêt étudiant, donc c'est également l'accompagner, lui expliquer en quoi consiste un prêt étudiant, que voilà, il y a les premières années, on va payer que les intérêts du prêt, et puis après, une fois qu'il aura son diplôme, il va payer le capital et les intérêts. Comprendre la mécanique de l'emprunt et de l'intérêt. Exactement. Ça, c'est une première expérience qui est très importante pour les futurs prêts qui vont lui permettre d'acquérir un bien immobilier ou de faire un investissement locatif. Une bonne pratique aussi, si je peux me permettre, une bonne pratique aussi que moi je vois beaucoup avec mes clients, c'est qu'ils amènent leurs enfants avec le conseiller de famille, le conseiller patrimonial, l'ingénieur patrimonial. Et c'est encore une fois un conseil de famille avec le CGP ou banquier qui gère le patrimoine de la maison pour que justement le professionnel vienne faire de l'éducation, de la pédagogie, de la formation. Tout le monde. Oui. Je reviens un petit peu en avant parce que Marianne nous a posé une question en direct et elle est super pertinente. En indiquant notre salaire aux enfants, comment communiquer sur la gestion de cette information vis-à-vis de leurs copains et leurs copines? Parce que oui, ils en parlent entre eux. Et après, vous vous retrouvez à savoir combien gagne le parent, machin, et potentiellement lui aussi. Et ça peut être un peu problématique. Donc, est-ce que c'est pareil? On dit, moi, je vous avoue, mon cas personnel, c'est je dis, t'en parles surtout pas à tes copines. Oui. Donc, c'est peut-être que là-dessus, il y a quand même, dans le cercle familial, mais peut-être pas au-delà. Oui, il faut le dire. Ouais. Que ce qui se dit à la maison reste à la maison. C'est ça. Et c'est un rapport de confiance. Oui, c'est un rapport de confiance. Oui. On ne peut pas être sûr qu'à un moment... Non. Des fois, d'ailleurs, quand il vous regarde, on se dit que l'info a fuité. Ah oui, bien sûr. Bon. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on peut... Il faut dire que c'est peut-être... que tout ne se partage pas aussi avec les copains et les copines. Oui, mais c'est toujours mieux d'en parler, je pense. Oui. Si on revient à notre jeune étudiant, vous, peut-être dans les expériences que vous avez, quels sont les postes qui risquent le plus de s'enflammer, de dépasser, où là, on peut faire de la sortie de route, si je puis dire, et votre jeune étudiant vient vous voir un peu piteux le 15 du mois en vous disant « Bon, alors en fait, tu vas rire, mais j'ai plus de sous ». Oui, les sorties, clairement. Les sorties, c'est ça, hein, les sorties. Les copains, les copines, on est à la fac, forcément, Oui, c'est vraiment ces dépenses-là, oui. Donc là-dessus, pareil, France accompagnement. Est-ce qu'on en revient un petit peu à la différence entre filles et garçons? Vous voyez déjà une maturité financière qui est plus forte chez les filles que chez les garçons? Oui. Oui, quand même. Oui. Les filles vont avoir tendance à épargner. Déjà?
Oui, parce qu'on leur transmet notamment dès le plus jeune âge aussi cette valeur d'épargne, de mettre de côté. Alors, on ne parle pas forcément d'investissement aux filles, mais on leur dit toujours, mets de l'argent de côté, tu peux en avoir besoin, c'est très important pour tes projets, ton permis de conduire, tes futurs projets. Et le garçon, quant à lui, il va déjà commencer à investir son argent. Et on va y venir de toute façon, parce que ça, c'est une dimension qui est intéressante. Quelle est la meilleure façon de se former? Est-ce que, alors on voit, j'ai devant moi des créatrices de contenu, on peut le dire comme ça, hein, Célia. Est-ce que, et on sent que ça marche avec les jeunes. Qu'est-ce que c'est un mélange de tout ça, à la fois peut-être les créateurs de contenu pour l'aspect fluide, pour l'aspect spontané, pour l'aspect plus engageant, et puis quelques références de base sur des sites comme Boursorama par exemple, pour avoir les bons fondamentaux? Oui, je pense qu'il faut recouper les sources. Oui, ça c'est hyper sûr. important. Recouper les sources, c'est très bien un créateur de contenu, mais il ne faut pas en suivre qu'un seul. J'ai souvent des jeunes de 20 ans qui viennent me voir, qui me disent « j'ai investi ». Ça, déjà, je leur dis bravo. Bravo, parce que moi, à 20 ans, je ne pensais pas du tout à investir. Non, non plus. Et il me montre, je pensais à un jeune la dernière fois, il me dit « Célia, est-ce que je peux te montrer mon portefeuille? Tu me dis ce que tu en penses, mon portefeuille d'investissement ». Je regarde, en 2 secondes, je vois que ligne 1, ligne 2, il a exactement le même investissement. Là, je lui dis, mais pourquoi tu as le même investissement de 2 mêmes lignes? Et il me répond, parce que j'ai suivi 2 influenceurs, chacun, ils ont parlé de tel investissement, donc j'ai acheté les 2. Donc, non. Il faut recouper les sources, il faut aussi, comme tu disais, Laurent, aller voir aussi des sites des fournisseurs, vraiment, les émetteurs, donc ce qu'on appelle les professionnels de l'investissement. Donc les créateurs de contenu pour peut-être plus de simplicité et de transmission un peu moins jargonneuse, mais après à les recouper avec des sites de vrais professionnels aussi. Oui, ça je pense que c'est hyper important. Rawa, ton avis important sur le sujet? Un peu pareil? Oui, c'est très très important. On a aujourd'hui plein d'établissements, la Banque de France, le site de Boursorama, des belles initiatives qui sont mises en place et aussi leur montrer comment reconnaître aussi des bons professionnels avec les homologations, les titrifications qu'ils peuvent avoir. Même nous en tant que parents, pas forcément évident de les reconnaître. Mais oui, il y a des red flags. Oui. Justement, est-ce que c'est intéressant parce qu'on voit que les jeunes, on va parler des jeunes actifs dans un moment, mais finalement on est à cette lisière avec les étudiants jeunes actifs, ils sont à la fois digital native, comme on dit, donc ils sont absolument familiers des outils numériques, ils sont très à l'aise, mais pour autant ils sont également ciblés par les arnaques. Alors on va le marteler, peut-être que ceux qui vont regarder tous les webinaires vont en avoir marre à la fin de la semaine, mais tant pis, on assume, on va rappeler tous les soirs comment, très tôt, il faut apprendre à voir ce qui tient du produit, entre guillemets, normal et ce qui tient de l'arnaque. Les réflexes, tout de suite, mesdames, à avoir. L'autorité des marchés financiers. Allez voir sur le site de l'AMF, leur dire qu'il existe une autorité française qui vient réguler, qui vient lister les professionnels qui sont fiables, vers qui il faut se tourner. Donc ne pas hésiter à aller regarder sur ce site de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Alors, le site est austère, faut le dire, mais on trouve effectivement énormément d'informations. Une autre règle, Arwa. Moi, je dirais ne pas hésiter à aller voir la Banque de France. Oui. Aussi, la Banque de France qui va lister les listes des sites internet des personnes qui sont autorisées aussi à parler d'éducation financière et budgétaire. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas, moi je pense à une règle encore plus simple qu'on a martelée hier et qu'on va redire aujourd'hui. Est-ce que quand on cette notion finalement qui va être au cœur de l'épargne dans l'investissement pour toute une vie, cette notion du couple risque-rendement. Est-ce que ce n'est pas vraiment quelque chose dont là aussi on doit parler avec ses enfants? Bien sûr. Oui. Parce que et dans tous les aspects, le risque-rendement, effectivement. Oui. Donc oui. On n'en a pas parlé, mais à partir de 14 ans, on peut déjà commencer à les sensibiliser à la notion d'intérêt composé. Oui. Oui. Et ça permet déjà de commencer à parler de risque et de rendement. Et comme tu disais, effectivement, réintroduire la notion de long terme aussi, c'est très important. Oui. Et on revient encore après à l'introduction que l'argent ne tombe pas du ciel et que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et que justement, pour revenir sur ce couple risque-rendement, quand on me présente un produit qui est super, qui rapporte beaucoup, qui n'est pas risqué, que je peux récupérer à tout moment. Red flag. Voilà. Règle simple en fait. Quand il n'y a pas de risque et qu'il y a un très gros rendement,
c'est qu'il y a un problème. Ouais. Et ça, je pense que dans la série des discussions qu'on peut avoir avec nos enfants, et je pense que c'est là aussi où si on a instauré ce contrat de confiance, de communication, où on peut parler des choses, il va falloir qu'ils reviennent à nous et dire « Tiens, t'as vu, j'ai vu ce truc-là, c'est super bien. » Ouais, mais écoute, ça rapporte du 12% par an net, sans risque. Ça ne peut pas marcher, en fait. Oui. Ouais. Oui. On va se projeter, tiens. Alors, ça y est, l'entrée dans la vie active, les études sont finies, premier boulot, premier salaire, premier appart en location, première facture sans doute vraiment à son nom, même si on a vu que ça pouvait arriver un petit peu plus tôt. Allez, 3 règles là pour le jeune actif à mettre en place. La première, connaître ses dépenses fixes, ses dépenses variables. Donc là, on rentre vraiment dans la gestion du budget. Directement, on n'a plus le temps. Ouais, bien sûr. Il faut y aller. La seconde, Célia en parlait, l'épargne de précaution. Mettre de l'argent de côté. Indispensable. Oui. Combien, à peu près? Il y a une règle de 6 mois à peu près. Les règles, si on doit donner effectivement un chiffre, 3 mois de salaire. 3 mois de salaire si on a un salaire. 6 mois si on est indépendant, qu'on est à notre compte. D'accord. 6 mois de revenus. Donc là, on fait du livret A, à peu près, à peu de choses près. On a déjà livret de développement solidaire, LDDS, oui, bien sûr. A priori, il n'y a plus papa-maman pour regarder par-dessus son épaule. Là aussi, risque de dérapage plus ou moins contrôlé, non? Non, pas forcément. Non, je dirais si le travail était bien fait en amont, on n'a peut-être pas... Oui, peut-être pas besoin. Au contraire, je pense que c'est là qu'on doit vraiment prouver qu'on fait confiance. Et puis c'est un jeune actif, il est grand, il est autonome, il n'a plus besoin que papa et maman soient derrière lui. Mais papa et maman doivent montrer qu'ils sont toujours à l'écoute en cas de besoin. Et puis, ils feront des erreurs de toute façon, et c'est bien qu'ils les fassent aussi. Oui. Mais oui, parce que tout au long de la vie, il faut les inclure dans notre façon de gérer notre argent, dans nos investissements. Il y a une chose que je regrette, c'est que mes parents, ils avaient acheté de l'immobilier, ils ne m'ont pas inclus dans l'investissement immobilier. C'est vrai que je me dis aujourd'hui, ça aurait été bien qu'ils m'incluent dans ces discussions-là, qu'ils me parlent des démarches qu'ils avaient fait avec la banque pour obtenir le prêt bancaire, qui me partagent davantage cet investissement, qui m'amène visiter les biens immobiliers. Parce que déjà, ça commence à être instauré et à faire... de même que parfois, effectivement, si son père est bricoleur, on apprend, ou sa mère, on apprend le bricolage à son contact. Là, on peut aussi apprendre la finance. C'est vrai qu'on n'a pas le sentiment que c'est utile, mais tu as raison, au final, c'est quelque chose qu'on ne fait sans doute pas assez. Oui. Qu'est-ce que on fait aussi, et vous l'avez évoqué toutes les deux un peu plus tôt, est-ce que là aussi on n'a pas une espèce de discussion sur structurer entre l'épargne de précaution, l'investissement long terme? Est-ce qu'on ne commence pas à poser ces différents jalons avec eux? Si, les objectifs de vie. Oui, effectivement, il y a une méthodologie. Alors, première marche dans la méthodologie, c'est de se définir des objectifs, effectivement, et leur dire que l'épargne de précaution est indispensable. Donc là, on pose la base. Oui. C'est les au cas où, les coups durs, l'épargne de précaution. On se fixe un montant pour cette épargne de précaution. Une fois qu'on a atteint ce montant, là, on peut se dire, on peut passer à l'épargne projet. Donc l'épargne projet, là, c'est l'investissement. Oui. Justement, il y a une idée qu'on a abordée hier sur le premier webinaire avec Amélie, c'était ce qu'on appelle, nous, chez Boursorama, le kit de l'épargne. Quels produits sont presque un indispensable à avoir dans sa panoplie quand on débute, Célia, assez vite? Je dirais le plan épargne action. Tout de suite, toi, tu arrives sur le plan épargne en action. Oui. Ouais. Pourquoi cette conviction-là? D'un point de vue fiscal, 5 ans, on a un avantage fiscal. Quand on débute sur le plan épargne action, on peut investir sur des valeurs européennes, des grandes capitalisations, donc typiquement du CAC 40. C'est une bonne première porte d'entrée. Il est plafonné. C'est 150 000 pour le PA normal, 20 000 pour le jeune, 225 000 sur le PA-PME, Donc c'est déjà un bon premier pas, une bonne première porte d'entrée, je trouve, le plan épargne en action. Donc un livret A pour l'épargne de progression ou un LDDS, ça c'est obligatoire. Oui.
un PEA, L'assurance vie. une assurance vie. C'était une question de Caroline et c'est intéressant pour un moins de 25 ans de choisir une assurance vie. Ah, totalement, oui. J'ai même envie de dire, même plus tôt, hein, Mais oui, si on veut. plutôt, Ouais. c'est important de prendre date Oui. déjà sur un contrat d'assurance vie pour faire couler justement cette période fiscale. Alors là, c'est les 8 ans, voilà, 8 ans, pour bénéficier du régime fiscal favorable. Exactement. Et de verser petit à petit des petites sommes qu'on fait progresser au fur Ouais. et à mesure du temps. Et puis, ça permet de faire, on peut investir également sur différents supports dans le cadre de l'assurance vie. Donc, plus on commence tôt et plus on a la possibilité de prendre des risques, bien sûr, mesurés en fonction de son profil. Et c'est ça qui est investisseur. intéressant. L'approche de Célia, elle est plus dynamique. L'assurance vie, on peut aussi doser assez finement Oui. entre finalement, je mets beaucoup en fonds euros pour le dire, voilà, et donc je continue à faire de l'épargne sans risque, avec un rendement relativement limité, mais sans risque. Et puis je peux doser finalement avec les unités de compte quel niveau de risque je vais commencer à introduire. C'est ça, tout à fait. Ouais. Ou sinon, on peut commencer risqué et puis petit à petit, au fur et à mesure, commencer à sécuriser sur de l'euro. Oui, mais ça veut dire aussi, mesdames, que pour certains parents, c'est eux aussi se mettre à niveau, parce que ces concepts-là, il y a beaucoup d'épargnants épargnants adultes qui ne les maîtrisent pas. Donc on fait quoi? On fait là pareil, on avoue et puis on apprend avec ces... On apprend ensemble. Voilà. Oui, mais j'ai une amie dans mon entourage, effectivement, c'est devenu un rituel en famille, un jeu en famille, et ça a été finalement un sujet qui les a rapprochés aussi. Ah, c'est intéressant. D'ouvrir l'assurance vie ensemble. Ouais. Oui. En l'occurrence, c'était une femme qui a eu certains déclics aux alentours de la cinquantaine, qui s'est dit c'est vrai que j'ai toujours laissé mon mari gérer, même la fiche d'imposition. Et peut-être que finalement, ça serait bien que moi aussi j'ai mon assurance vie. Oui. Et elle avait autour de 50 ans. Elle en a parlé à ses adolescents, parce qu'elle avait des ados. Et ils ont ouvert l'assurance vie ensemble. Et finalement, ça a été un sujet qui a réuni la famille et qui a été au même titre que, je sais pas, on regarde une série, mais on a regardé son assurance vie. Et on a ouvert ça ensemble. Faire des quiz le soir. Alors, 8 ans ou 5 ans le PEA? Oui, creuser le sujet ensemble. Et oui, ça peut être un moyen de se rapprocher. C'est quand même important dans le cadre de l'assurance vie et même du PEA. C'est des supports qui permettent aussi de préparer la transmission, qui sont des événements importants dans le cadre d'une famille. Oui, complètement. Et aujourd'hui, il y a des assurances vie. C'est génial pour ça. On peut compartimenter, et compartimenter par projet. Donc on peut dire, ce compartiment-là, ça va être le projet pour l'achat de ma voiture. Et donc là, on va aller mettre des investissements, des actifs financiers qui sont en adéquation par rapport à cet objectif-là, qui est l'achat de ma voiture. Donc c'est un achat projet court terme, ce qui veut dire que là, typiquement, je vais plutôt aller mettre sur du fonds euro, des fonds obligataires, pour être sûr de récupérer mon argent dans cet objectif d'aller acheter cette voiture. Bon, mais mesdames, les jeunes, ce qu'ils veulent, c'est des gains rapides avec le frisson de l'aventure. Et donc, ils veulent investir dans les cryptos. Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, arrête, arrière, pas du tout. Et là, on leur dit, le rendement risque. Non, mais ça, je suis au-delà de ça. Je suis assez... moi, j'ai mon avis sur le sujet. Je le donnerai si vous le voulez. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? S'ils vous disent, attends, non, mais attends, tu comprends plus rien, papa, maman, maintenant c'est le bitcoin, ça va tout changer. Qu'est-ce qu'on leur dit quand ils posent cette question? Il faut leur dire, aie conscience que tu as un fort risque de perdre cet argent. Es-tu prêt à perdre cet argent? Ah ouais? Oui, moi je dirais on y va ensemble en fait. On parlait de... Tu vas acheter du bitcoin avec lui? On va apprendre déjà à vérifier s'il sait ce que c'est que le bitcoin. Ouais. Donc on lui explique-moi. On lui explique-moi, c'est quoi les... Pas mal ça, explique-moi. C'est quoi les... t'en as compris? Mais exactement, c'est quoi les cryptoactifs? On en revient le à bitcoin, un sujet de famille, où ça peut être une activité en famille, effectivement. Parce que si on lui fait non, oh là là, fais attention, là du coup il va aller voir le copain, il va aller sur les réseaux sociaux, il va se renseigner, et c'est là qu'il risque le plus en réalité. Et une règle indispensable à leur enseigner, c'est la diversification. C'est ça, c'est là-dessus que je vous attendais. Leur dire, très bien, tu veux tester les cryptos, sache que c'est très volatile, c'est très risqué, tu as un fort risque de perdre ton argent, eh bien ne mettons qu'une petite partie, parce que est-ce qu'en ce moment tu peux te permettre à ton âge d'aller perdre cet argent-là?
Donc non. Donc, je pense que ça, c'est hyper essentiel. C'est là où aussi on peut leur dire, écoute, tu as repéré un actif, peut-être moi je suis un vieux schnock, j'y comprends rien, et je ne vais pas te dire que tu as tort. En revanche, ce dont je suis sûr, c'est que si tu veux ton investissement, ton épargne sur un seul type d'actif, et qu'il y a un problème, parce que dans une vie d'investissement, il y a toujours un moment des problèmes, là, c'est quand même... et je pense que c'est peut-être le moment où, au lieu de lui dire c'est nul, le Bitcoin, t'as rien compris, c'est OK, ça peut être intéressant, mais attention, tu ne dois pas faire que ça. Oui, parce que s'il est attiré par ça, si c'est ça, ça l'intéresse, il ne faut pas aller contre cet intérêt, mais il faut le faire intelligemment. Effectivement, la règle de la diversification, c'est une règle d'or primordiale. On dit que 70% de la performance d'un portefeuille vient de son allocation d'actifs. Ah là là, ça y est, on est technique. Là, ça y est, on a C'est-à-dire que là, on va gagner de l'argent, pour dire crûment, on va faire des sous si on a bien réparti ses investissements. Arwal disait tout à l'heure, on va refaire un focus un petit peu... alors là, on n'est plus fille-garçon, on est jeune homme, jeune femme, dans les façons d'investir. On l'a évoqué aussi hier, on constate chez Boursorama que les clients sont assez jeunes, moyenne autour de 35 ans, et que autant le niveau d'épargne, en tout cas sur les produits d'épargne, les livrets et autres, on a égalité, autant sur les produits d'investissement, les femmes sont encore en retard. C'est ce que vous constatez avec vous, avec les gens avec qui vous discutez, y compris chez les jeunes femmes? Oui, clairement. Mais aujourd'hui, ça change tout de même. Ça change? Oui, sur les nouvelles générations, ce qui change, c'est que nous voyons un intérêt déjà. Les jeunes femmes aujourd'hui disent « je perçois l'intérêt derrière l'investissement. L'investissement, ça va être pour ma retraite, pour ma sécurité, pour mon autonomie, pour mon indépendance. Je sais que l'investissement, c'est la solution à tous ces sujets. J'ai envie d'y aller, j'ai envie d'investir. » Alors que c'est vrai qu'il y a quelques temps, moi je sais que ma mère n'avait même pas envie d'investir, par exemple. Mais aujourd'hui, les jeunes femmes ont envie d'investir, mais il y a après la barrière de « je ne connais pas assez, j'ai personne avec qui autour de moi en parler ». C'est cette barrière-là. Donc il y a une volonté d'aller investir, mais après, franchir le pas, c'est plus difficile pour les jeunes filles, alors que les garçons, eux, ils vont foncer. Oui. Et justement, je ne sais pas si vous avez ce chiffre, moi je ne l'ai plus forcément en tête. Aujourd'hui, sur l'écart de pension de retraite entre un homme et une femme, je crois que c'est plus de 25%, c'est ça, peut-être éventuellement? Les femmes ont 40% de retraite en moins. Tu dis 40%? Oui. 40%. L'étude de l'année dernière, les femmes ont 40% de retraite en moins par rapport aux hommes. Pour quelle raison? La grossesse. C'est ça. Voilà, Arrière haché aussi, on le dit parfois. Ouais. C'est comme ça. Ça, je pense que c'est le chiffre à dire à toutes les jeunes femmes qui hésitent. Ah, mais ça, moi, 40%. Sur Perspective de vie, je le répète. Je crois que dans chaque vidéo, je le répète. Oui. Et donc, parce que pourquoi l'investissement et pourquoi on parle de ce chiffre? Parce que moi, je dis, pour aller pallier ce déséquilibre, ça passe par l'investissement. Parce que oui, nous, les femmes, avec la grossesse, on a des interruptions dans notre carrière, on évolue moins vite qu'un homme aussi, parce qu'on s'est arrêté, on accepte aussi potentiellement des postes moins élevés, moins rémunérateurs, parce qu'on veut s'occuper de la famille. Et donc, ce qui fait qu'en bout de course, on a des écarts. Et tout ça, on vient le pallier par l'investissement. Mathieu nous demandait en question quelles sont les fausses bonnes idées d'épargne que vous voyez le plus souvent. C'est quoi le worst of de ce que vous avez vu en disant « Ah, regarde, j'ai fait un truc » et puis « Regardez, c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire ». Ça peut permettre aussi de voir ce qu'il faut éviter. Les fausses bonnes idées. Le biais de suivisme. Ah, intéressant ça. Oui. Faire le copier-coller de la voisine, du voisin, de l'influenceur. Du pote. Oui. Alors que, Arwa, tu l'as dit, la première chose qu'il faut absolument faire dans sa méthodologie, c'est l'objectif. Et l'objectif, il est propre à chacun. Et en fonction de son objectif, on va aller investir différemment, on va construire son épargne différemment. Une autre fausse bonne idée, c'est d'investir et de tout revendre quand ça baisse. Ah oui, bah oui. Là aussi, on est sur, effectivement, on est à la fois sur la notion de risque et puis surtout de long terme. C'est-à-dire que peut-être que quand on est un peu plus jeune, on a du mal à se projeter sur le long terme et donc voir, c'est se dire le temps joue pour moi et il faut
sachant que je suis rentré en produit d'investissement, j'en ai pris pour 5, 6, 7 ans. Quoi. Au moins. Oui, mais cette panique ne devrait pas arriver si tu as bien défini tes objectifs. Exactement. Et ton objectif, tu définis ton horizon de temps d'investissement. Oui, mais vous savez comment on définit l'objectif, et puis tout d'un coup, on voit moins 10% sur son investissement, moins 15, moins 20. Oui, mais comme le disait Célia, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Et si on a cette épargne de précaution qui a été mise en place, on a peut-être tendance à moins aller revendre et être plus patient. Oui. Est-ce que tu sais pourquoi, Arwa, on dit ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier? Non, mais... on le dit tout le temps, parce que si tu mets tous tes œufs dans le même panier, que tu fais tomber ton panier. C'est ça. Tous tes œufs cassent. Attention, je pense qu'on n'aura plus le droit de dire cette expression cette semaine. On l'a déjà utilisé 2 fois. C'est vrai. Vous êtes les 2 dernières à pouvoir l'utiliser. J'espère que ce sera respecté. Giorgio nous demandait, y a-t-il un sens pour un jeune de 22 ans de démarrer un PER? Alors là, PER, plan d'épargne retraite. Est-ce qu'on y va? Est-ce que dès le premier salaire, on prépare sa retraite? Je dirais plutôt non. Ouais. Ou alors, aie conscience que le PER, ton argent est bloqué. C'est ça. Alors, il y a des cas de sortie, un peu exceptionnels, Oui. pas forcément prévus, enfin, pas optimum, disons-le. Il n'y a pas autant de cas de sortie qu'un plan épargne en action, un plan épargne entreprise. Non, le PER, il faut avoir bien conscience que c'est bloqué. Bloqué jusqu'à la retraite. Oui. Et est-ce qu'en plus, on peut se dire, peut-être, Célia, que comme on commence, a priori, sauf si on sort d'une grande école, qu'on est très recherché, qu'on est un ingénieur spécialiste de l'IA avec un salaire qui va plutôt augmenter, et que donc le PER ait un avantage fiscal, c'est peut-être bien d'attendre aussi qu'on paye un petit peu plus d'impôts pour bénéficier à plein de cet effet fiscal. Oui, oui, parce que sur certaines tranches marginales d'imposition, ça ne vaut pas le coup d'avoir un PER. Donc l'assurance vie, ou le PEA, si je t'écoute. Oui, tout à fait. On arrive à la fin de ce webinaire. Toutes les deux, j'ai envie d'entendre votre synthèse, justement, des 6 ans aux 25 ans. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on met en place, et finalement, pour que tout roule. Arwa, on va commencer avec toi. Partager. Partager des expériences du quotidien. On peut partager aussi ses erreurs, hein, ses erreurs de parents, parce qu'on en a fait des bêtises. On n'est pas parfait. On a fait des conneries, on peut le dire aussi. Communiquer, être à l'écoute, être bienveillant vis-à-vis des erreurs que peut faire son ado, et puis le sensibiliser aux notions de budget, d'épargne, de précaution. Bon, ça me va, c'est bien. Célia, de ton côté? Les inclure, oui. Les inclure. Et je dirais aussi, je pense que vous l'avez compris, leur inculquer la notion de travail. Pour moi, c'est très important. Le travail, ça ne va pas les tuer d'avoir un job étudiant, un job d'adolescent, d'aller dans les champs ou autre. Oui, c'est-à-dire très tôt de se rendre compte que, outre l'argent de poche, il y a aussi l'argent qu'on gagne, l'énergie, l'effort qu'on met à le gagner, et finalement, c'est peut-être aussi cette valeur, ce sens de l'argent qui va structurer tout le reste. Tout à fait. Et je dirais une autre chose également, c'est vraiment réintroduire la notion de long terme. Parce que même nous, en tant que parents, on l'oublie parce qu'on est dans une société de court terme. Tout autour de nous est très court-termiste dans la consommation immédiate. Mais c'est très important aujourd'hui, à tous les niveaux de notre vie, au plan personnel, plan professionnel, plan de l'investissement. Il faut avoir conscience qu'il faut du temps. Il faut du temps, il faut laisser le temps au temps, comme disait un président de la République. Voilà, on partage, on s'informe, on inclut, on apprend ensemble. Moi, j'aime bien, c'est tous des messages comme ça qui sont super importants et qui vont permettre de faire et de développer l'éducation financière de nos enfants. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir pour ce webinaire, mesdames. Merci à vous, c'était un très bon moment. Bon, et puis ça continue, bien sûr, la semaine de l'éducation financière sur Boursorama, événement Bourse-Banque. Demain, ne loupez pas ce rendez-vous. C'est un petit peu plus technique, mais vous allez voir, c'est intéressant aussi. Comment participer et voter en assemblée générale en quelques clics. C'est pour tous les actionnaires qui ont envie de faire vivre la démocratie actionnariale. Et ce sera demain à 18h30 pour la semaine de l'éducation financière avec Bourse-Banque. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à demain.